commençons avec l'intervention de M. Eustache. Je vous remercie. Bien, bonjour à tous et merci aux organisateurs pour cette invitation qui me fait très plaisir. Avec la SMN, je suis normand, ma femme est normande, ma femme beaucoup les psychologues, biologiques, parce qu'on connaît de plus en plus les mécanismes de la mémoire, que ce soit les mécanismes cellulaires, que ce soit les mécanismes au niveau du fonctionnement du cerveau dans son ensemble. Donc, approche philosophique, psychologique, biologique, à une approche historique et sociale. Alors, c'est vrai que par ailleurs, des sociologues, des historiens de longue date se sont intéressés à la mémoire et au piège en quelque sorte de la mémoire. C'est tout le problème des témoignages, entre autres questions qui étaient développées par les historiens et les sociologues. Et en fait, moi, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est la rencontre. C'est la rencontre entre ces mondes qui s'ignoraient. C'est-à-dire, d'une part, les psychologues, les neuroscientifiques, on va dire au sens large, et puis d'autre part, les historiens, les sociologues, là aussi je fais un peu un amalgame, et comment ces scientifiques vont travailler ensemble à un moment donné. Alors, mon exposé aura deux parties, une partie un petit peu théorique pour vous montrer l'évolution des concepts, avec des illustrations de quelques travaux que j'ai puisés comme ça dans la littérature. Puis la deuxième partie, ce sera un peu plus concret, même si la thématique est un peu difficile. C'est un travail que nous menons, d'ailleurs qui est soutenu par le Conseil régional de Basse-Normandie, que nous menons avec... On n'est pas mis en avant un des éléments pourtant cruciaux, eh bien c'est pas neutre. C'est-à-dire que c'est pas la même chose que si on n'avait pas eu cette discussion générale. Hein, vous me suivez bien? Ça c'est très important. Et enfin vous êtes syndicaliste ou affilié à des... C'est très important en fait. C'est tout le problème de la prise de parole. Si vous êtes dans une conversation, puis il y a quelque chose qui n'est pas dit. Si vous ne dites rien, vous participez au fait que cet élément qui pour vous paraît important, parce que vous réagissez au fond de vous-même, si vous ne dites rien, c'est pas neutre. Ce que vous faites n'est pas neutre. Vous participez à la dégradation d'un élément qui est pourtant, selon vous, essentiel. Vous voyez, c'est ça, le riff social, c'est ça. Hein, la mémoire, elle se construit au fil du temps, et la mémoire, c'est pas simplement rehausser des éléments, mais c'est en même temps en dégrader d'autres. Hein. C'est mémoire et oubli. Hein. La mémoire, c'est mémoire et oubli. On part toujours de la mémoire, et puis on dit l'oubli, c'est plutôt les maladies. C'est pas vrai. Mémoire et oubli, c'est un couple indissociable. Bon, je passe sur les exemples là, mais c'est ce que je voulais vous dire. Dimension historique. Alors, ce que je vous dis là, c'est toujours à nuancer. Hein. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que tout ça est multidimensionnel. Alors là, c'est les aspects de désengagement moral. Il se passe des atrocités, des exactions. Donc on est dans des zones de combat, et ces exactions, elles concernent soit des individus qui sont proches de notre groupe. Donc là, vous voyez, on est plus... c'est des travaux qui sont faits avec des chercheurs américains, donc ce sont des soldats américains versus des soldats afghans ou autres. Et en fait, les souvenirs des exactions commises par les soldats américains vont être davantage mémorisés par les personnes qui sont proches de ce groupe que les exactions du groupe de l'ennemi. Parce que, alors toutes choses égales par ailleurs, parce que en fait, on va avoir derrière ça un besoin de rationalité. Est-ce que c'est possible de rationaliser ce genre de comportement? On va davantage essayer de comprendre quand c'est notre propre groupe. C'est un petit peu un autre effet qu'on connaît au niveau individuel, qui est l'effet de référence à soi. C'est-à-dire que quand on traite une information par rapport à soi, par exemple des adjectifs, est-ce que cet adjectif me qualifie moi? Eh bien, si je passe par moi, je vais davantage traiter l'information en profondeur et je vais davantage former le souvenir. Voilà. Alors, j'en arrive au schéma, au schéma cognitif. Ça va, il me reste 10 minutes à peu près? Oui. Je crois que j'ai commencé un peu en retard. Oui.
des arrêts de jeu. Hein. Voilà, vous avez bien décompté les arrêts de jeu. Alors, c'est la notion de schéma. La notion de schéma, c'est-à-dire que quand on mémorise, on n'est pas sur une terre tabula rasa. On est déjà dans des schémas préexistants qui se sont formés au fil du temps. Alors, il y a différentes définitions des schémas. Il y a la définition, on pourrait dire, qui vient plus de la sociologie, de la psychosociologie. Donc, c'est une structure mentale d'idées préconçues qui permettent, j'arrive pas à lire d'ici, permettent donc de percevoir et d'organiser de nouvelles informations en mémoire en adéquation avec les cadres sociaux existants. Enfin, c'est Albatz. Vous voyez, c'est les cadres sociaux de la mémoire. On est dans une certaine compréhension d'ensemble. Et puis la définition des psychologues, des neuroscientifiques, c'est plutôt un réseau donc néocortical qu'on connaît, hein, enfin on connaît à peu près, disons, des régions qui sont spécialisées, qui représentent les caractéristiques récurrentes de l'environnement. Alors, l'exemple qui est pris, c'est un exemple très classique, c'est les joueurs d'échecs. Les joueurs d'échecs, un grand maître aux échecs est capable de mémoriser un nombre d'échiquiers avec les pièces, vous voyez, sur un très grand nombre d'échiquiers. D'ailleurs, il peut jouer à toute vitesse parce qu'il se souvient des places, des pièces sur le jeu. Mais à une condition, c'est que ce soit de vrais jeux. C'est-à-dire des jeux, vous voyez, qui ont été vraiment joués. Il faut que les pièces aient du sens. Si c'est des pièces d'échecs comme ça, qui sont mises n'importe comment sur le jeu, à ce moment-là, le grand maître aux échecs n'est pas plus doué que le novice. Ça, c'est une bonne façon de retenir un peu cette notion de schéma. Alors, je vais en venir au travail que l'on fait avec le mémorial de Caen, donc ce travail qui est soutenu par le conseil régional, qui s'appelle Multibrain, donc qui implique plusieurs chercheurs de mon unité de recherche. Il y a Pierre Ganepin, Thomas Vallée, puis maintenant des étudiants qui travaillent sur le sujet. Et c'est en fait l'idée qui est derrière tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu les outils, mais c'est de mettre en correspondance différents niveaux des schémas. Alors depuis le schéma individuel sur la droite, et je vais vous montrer ce schéma individuel, c'est le schéma d'un individu qui vient de visiter le mémorial de Caen. Donc on travaille sur la Deuxième Guerre mondiale, sur un certain espace du mémorial de Caen qui représente un certain moment de la guerre. J'insiste pas trop là-dessus, je reste plus au niveau des généralités. Et donc un schéma individuel parce que la personne qui visite le mémorial de Caen, qui ne l'avait pas visité, cette personne forme un souvenir de cette salle du mémorial de Caen. Parce que c'est pas rien, quoi. C'est une salle assez impressionnante. Ensuite, il y a ce qu'on a appelé le schéma partagé, qui est un groupe contrôle. Alors là, ce sont des personnes qui n'ont pas visité le mémorial de Caen et qui ressemblent en quelque sorte à nos sujets qui visitent le mémorial de Caen au niveau psychosociologique. Ils sont au niveau culturel un peu équivalent. Alors on travaille avec une application sur Internet. Ce sont des gens qui se connectent sur Internet et qui font un certain travail, hein, sur lequel je vais revenir, pour essayer de les mettre dans un espace un peu commun. Et puis enfin, le troisième schéma, hein, qui est le plus grand, hein, qui correspond à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire aux représentations sociales très générales. Alors là, on travaille toujours dans le cadre de matrices. Matrices, ce sont des équipements, à la fois au mémorial de Caen, à l'école polytechnique à Lyon. Ce sont des équipements technologiques en sciences humaines et sociales, si on peut dire. Alors là, on part de corpus de l'INA. L'INA, vous avez entendu parler de l'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel. Donc c'est une banque en fait de données audiovisuelles multimédia. Il y a à la fois du texte, mais il y a de la télé, il y a de la radio, etc. Et là, le principe, c'est de partir sur des données très très importantes et ensuite de les traiter pour qu'elles soient mises toutes dans un même format. C'est-à-dire qu'on puisse analyser, ça c'est quelque chose de nouveau, sur le plan technologique c'est compliqué,
Ce n'est pas simplement analyser des textes, ça c'est de la textométrie, je peux dire que c'est simple, mais c'est relativement simple. Là, on analyse à la fois du texte, de l'image, du son, etc. Et le principe, c'est d'extraire un certain nombre de concepts de cette mémoire partagée, très partagée, et toujours sur ce thème de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ensuite, ce que l'on va rapprocher, c'est les scores que l'on va avoir. J'utilise volontairement un terme simple qui est le terme de score. En fait, ce n'est pas un score, ce n'est pas un chiffre. On est dans des statistiques multivariées, ce sont des matrices, ce sont des ensembles de scores que l'on va récupérer ici, que l'on va récupérer ici, que l'on va récupérer ici. Et on va voir comment ces différents scores s'apparient au mieux avec l'examen du cerveau que l'on fait à Cicéron. Alors l'examen du cerveau, c'est l'examen du cerveau des personnes qui sont venues ici, qui ont visité le mémorial, et pendant la passation de l'IRM, on va leur montrer à nouveau des images. Certaines correspondent à des images que le sujet a vues la veille au mémorial de Caen, puis d'autres sont des images nouvelles. Alors ça, c'est pour que vous ayez une idée des images en question. C'est un peu petit, donc il y a beaucoup d'images. Et ce que vont faire les sujets, on va leur demander de classer ces images. On va les mettre dans un grand espace, et puis à chaque fois, les sujets vont devoir apparier les images les unes aux autres, faire des clusters, des regroupements, etc. Et c'est à partir de là que l'on va quantifier les relations entre les images, pour un individu donné ou pour un groupe donné. Je vous ai bien dit, c'est un score, et le terme de score est trop simple. En fait, c'est la représentation mathématique de comment toutes ces images s'assemblent les unes aux autres. Alors, ça, c'est pour la mesure du schéma sociétal. Donc là, on part donc des bases de données de l'INA. Donc là, on ne passe pas par les images, on passe par des ensembles de mots, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Tout ça, ce sont des mots, ce sont des concepts, et on voit comment ces concepts se rassemblent les uns par rapport aux autres. Ça, c'est le schéma partagé. Ça, c'est ce qui est fait sur Internet. C'est-à-dire que ce sont nos sujets qui vont sur Internet, qui récupèrent les images que je viens de vous montrer, qui les associent. Et on va faire donc à chaque fois un peu comme des corrélations pour montrer comment ces images sont proches ou sont distantes les unes des autres. Et puis ça, c'est le schéma individuel. C'est notre sujet qui vient visiter le mémorial de Caen. Donc il est ici, le mémorial de Caen. Il visite le mémorial de Caen. Il voit les différentes images ici. Et le lendemain, donc sur la droite, phase de récupération, il vient à Cicéron. Il passe une IRM fonctionnelle et on lui montre des mots qui correspondent ou non à des images qu'il a vues antérieurement. Et on mesure l'activité de son cerveau, et c'est cette activité, cette nouvelle matrice qui correspond à l'activité de son cerveau, qu'on va matcher avec les trois matrices précédentes, celle qui est sociétale, celle qui est partagée, celle qui est individuelle. Et c'est à partir de ça que l'on va montrer les régions du cerveau qui sont plus spécialisées dans la mémoire individuelle, dans la mémoire partagée et dans la mémoire sociétale. Alors ça, c'est une petite application qui est amusante. J'espère que ça va marcher à partir de ça. C'est la visite du mémorial, mais c'est une visite qui est armée en quelque sorte. Vous avez vu, il y avait des lunettes, quand je vous ai montré la visite du mémorial. En fait, ce sont des lunettes très particulières. C'est des lunettes qui permettent d'enregistrer les mouvements des yeux, tout en corrigeant les mouvements de la tête. C'est un système qu'on appelle l'eye tracking, qui est bien connu des physiologistes, mais habituellement on a une mentonnière, il ne faut pas bouger la tête, et puis on voit des stimuli qui sont présentés, un peu comme chez l'orthoptiste. Certains d'entre vous sont allés chez l'orthoptiste, c'est un peu comme ça. Alors que là, ce sont des lunettes un peu comme les lunettes là. C'est tout à fait étonnant, c'est une technique très nouvelle. Alors j'espère que ça va marcher. Non, ça ne marche pas là. Alors attendez, je vais tourner en arrière. Vous regardez, c'est comme si vous étiez en train de visiter le mémorial. Voilà. Vous visitez le mémorial, et en même temps que vous visitez le mémorial, vous voyez ce qu'on appelle des cartes de chaleur. Tout
ça correspond à des chiffres, et c'est des nombres de fixations oculaires sur les images donc de la salle qui est visitée. Donc c'est évidemment un élément très, très intéressant. Vous voyez le sujet qui lit, hein, on voit les points importants de l'image, et puis en même temps, très rapidement, il lit. Voilà, tout ça, c'est évidemment un énorme travail, parce qu'il faut analyser toutes ces données-là. Mais c'est très précieux. Et ça, c'est un petit travail qui a été fait. Les items reconnus, les items oubliés. Les items, ça correspond donc aux images vues, ce que vous venez de voir, dans le mémorial. C'est-à-dire qu'ensuite, on donne au sujet les noms qui correspondent aux différentes images. Et est-ce que les sujets les reconnaissent, est-ce qu'ils ne les reconnaissent pas? Et ça, c'est la corrélation avec le nombre de fixations. Donc, vous voyez, quand il y a beaucoup de fixations sur une image, ben, l'image est beaucoup mieux reconnue. Donc, ça, c'est une variable qui est assez simple, mais on a besoin de choses simples, hein, pour essayer de cheminer et de comprendre comment tout ça fonctionne. Alors voilà où on en est. Je ne vous donne pas de résultat définitif, mais j'espère que vous avez réussi à me suivre. C'est assez difficile, hein, j'ai bien conscience que c'est assez difficile, mais schématiquement, on arrive à 4 grands scores qu'on va mettre ensemble. Ça, c'est la représentation du cerveau quand on fait l'IRM fonctionnel des sujets qui ont visité le mémorial. D'accord ? Et puis ensuite, on va mettre en relation avec 3 matrices. La matrice dite sociétale, hein, celle qui vient du corpus de l'INA, celle qui est faite sur Internet, hein, les sujets qui classent les différentes images. Et puis ça, c'est comment le fait d'avoir visité le mémorial la veille modifie les représentations des connaissances. Et on va mettre tout ça en relation. Et ce que l'on commence à voir déjà, c'est que tout ce qui est souvenir partagé, on est plutôt dans ces régions-là du cerveau. Et puis tout ce qui est souvenir plutôt individuel, on est dans ces régions-là qu'on appelle les zygomates. Alors aujourd'hui, on en est là. Et puis il y aura des prolongements à cette étude, notamment des prolongements, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de revenir après aux maladies de la mémoire, la psychopathologie. Parce que, vous voyez bien, derrière tout ça, il y a ce que les historiens appellent le grand récit, hein, il y a la grande histoire qui se construit. Et puis il y a l'histoire de l'individu, qui vient de vivre quelque chose. Et entre les deux, puis entre deux, il y a des groupes plus ou moins importants, etc. Il y a des appartenances à certains groupes, à certaines communautés, etc. Tout ça peut être harmonieux. Très bien. Si c'est harmonieux, c'est très bien. Tout ça peut être, au contraire, pas du tout harmonieux. Il peut y avoir des sujets qui sont complètement en décalage avec ce qui s'est passé pendant ces événements. L'exemple que je prends là, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Pour moi, c'est assez simple. Je pense au discours du président Hollande au 70e, c'est pas si vieux, quand il a parlé des victimes civiles normandes. On vient à quelque chose qui est très proche de nous. C'est pas la SML, mais c'est très proche de nous. C'est quelque chose de nouveau de parler des victimes normandes. Relativement nouveau. C'était connu évidemment des spécialistes, des gens d'ici, mais vous allez au bout de la France, c'était pas du tout connu. Donc ce décalage, il a existé entre les personnes qui ont vécu cette période de la guerre, ici, qui ont vécu, qui savaient comment ça s'est passé, tout du moins schématiquement, même si on n'en sait pas forcément les prémices, et puis la réalité. La réalité, et comment cette réalité a été incorporée dans un grand récit qui a mis ça complètement de côté, comme d'autres éléments de l'histoire, hein, comme l'Exode, parce que c'était difficile à intégrer à une histoire qui a du sens et à une histoire positive. Donc il fallait reconstruire, il fallait être de l'avant, et donc la mémoire, elle fonctionne comme ça. Elle met en valeur certaines choses, et puis elle en édulcore d'autres, elle en dégrade d'autres, ou elle met en veilleuse, hein, si on peut dire. Elle met à l'arrière-plan, et puis après, il y a des phénomènes qui peuvent se passer de bascule. Par exemple, sur ces sujets-là, au moment de 68, il y a eu quasiment une bascule. Des éléments qui sont revenus, qu'on croyait un peu oubliés. Et ce qui est intéressant, c'est que ces phénomènes, ils existent au niveau individuel et ils existent aussi au niveau de la société. C'est ça qui est. Et donc, c'est ce qui est vraiment intéressant à ces études, c'est de
Pas simplement dire, ah oui, ça se passe comme ça au niveau social, ça se passe comme ça au niveau individuel, c'est intéressant, c'est amusant. Mais c'est de voir comment ça, parce que si ça se passe comme ça, c'est parce qu'il y a des interactions, évidemment, qui se passent. Alors, ça, c'est la page de publicité, ça. Si vous êtes intéressé par ce sujet, c'est la semaine prochaine. Tous les ans, il y a la semaine du cerveau, c'est une organisation mondiale, en fait, donc, qui est relayée en France par la Société des neurosciences. Donc, c'est des événements qui sont organisés, c'est toujours gratuit. Et alors, c'est des conférences, etc. Et là, en l'occurrence, c'est un café des sciences, hein, qui aura lieu au Café Mancel, vous voyez, dans le château de Caen, à côté du musée des Beaux-Arts, et donc auquel participeront donc, Denis Péchanski, qui est l'historien spécialisé, qui est le président du conseil scientifique du Mémorial de Caen, qui est professeur à Paris, et puis plusieurs membres de mon unité. Donc ce sera une discussion autour de ces problèmes de mémoire, histoire, neurosciences, etc. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Monsieur Eustache, merci beaucoup. C'est passionnant. Moi, j'écouterai Monsieur Eustache pendant des heures. Et je me trouve un peu en difficulté d'avoir à vous limiter dans le temps pour votre intervention. Si vous avez des questions à poser à Monsieur Eustache à propos de son intervention, de son exposé, il y a des micros qui vont circuler à gauche, à droite, vous levez la main et on vous le passe. On se donne à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Avant ça, je voulais juste préciser qu'on a un petit peu de temps parce qu'on a oublié de vous signaler ce matin, on s'est attaché à ceux qui étaient là et à ceux qui n'étaient pas là, que Jean-Louis Carmenton s'excuse et s'est annulé son intervention il y a 1 ou 2 jours. Donc voilà. Donc on a un petit peu de temps, on est moins pressé et après le reste de la matinée va s'enchaîner. Donc on peut se donner un quart d'heure d'échange et on a décalé les interventions. Donc c'est Stéphane Vallogne qui interviendra tout à l'heure. Juste quelques observations, quelques remarques par rapport à cette construction de la mémoire. Parce que quand vous faites ce travail vraiment passionnant au mémorial, comment est-ce que vous avez intégré la question, je dirais, de la construction même du discours, c'est-à-dire des sources, puisque lorsque l'on fait un musée, il y a des historiens, des documentalistes, il y a le récit qui a été construit avec des choix. Alors ces choix eux-mêmes sont liés à la façon dont l'écriture ou l'histoire a été pensée, à la façon dont elle a été d'un point de vue collectif. Et on sait très bien qu'on n'écrit pas de la même façon l'histoire quand on est français, quand on est allemand, quand on est anglais, etc. Ce n'est pas forcément les mêmes faits qui sont forcément narrés d'un point de vue collectif. Il y a aussi le fait de, parfois, je dirais presque, avoir des visions très déformées par les sources. Aujourd'hui, on a une sorte de mémoire collective partagée. Le débarquement, ce sont surtout les Américains, parce que les photos, les films sont libres de droit, elles influent très fortement sur, justement, cette représentation. Donc, comment vous avez, je dirais, inclus dans votre travail ces éléments, puisque quand on voit, on s'arrête sur tel ou tel document, mais dans la façon même d'avoir choisi ces documents, il y a vraiment là quelque chose de très construit, et parfois peut-être même surinterprétant ou étant dans cette façon collective d'avoir construit ce discours avec, on sait très bien qu'il y a des moments particuliers dans l'histoire, vous l'avez évoqué, par rapport à ces victimes civiles, et qui aujourd'hui, depuis à peu près une dizaine d'années, sont mises en avant, alors que ce n'était pas le cas avant. Sur la résistance, à un moment, c'était une vision très gaulliste, communiste des choses. Voilà. Enfin, on est dans des temporalités, et comment ces temporalités ont été incluses dans votre travail? Alors, c'est une question en fait qui amène plusieurs types de réponses. Première réponse, matrice, l'équipement matrice, on appelle un équipement d'excellence, c'est-à-dire c'est un financement public, et c'est un équipement, c'est du matériel, c'est de la technologie et un accompagnement avec des ingénieurs. Donc c'est une plateforme technologique
qui permet de faire des études assez diverses. Donc moi je vous ai présenté une des études, donc, qui est une étude de neurosciences, on trouve fin de l'histoire des neurosciences, et qui utilise une partie de l'équipement matrice. Matrice permet de faire aussi autre chose, permet de faire d'autres types de recherches, et notamment des recherches en muséographie. Moi, ce n'est pas du tout mon job, mais ceci dit, ça m'intéresse quand même beaucoup. Et quand on a commencé cette aventure-là, c'est pas très vieux en fait, ça date de 4 ans à peu près. On a commencé il y a 4 ans, parce qu'il y a eu cet équipement matrice, il y a eu une opportunité quoi, de faire ces recherches-là. Je ne connaissais pas Denis Péchanski, je connaissais son frère parce que c'est un neurobiologiste très connu. Et Denis, je ne le connaissais pas. Le mémorial de Caen, je le connaissais comme vous. Je ne connaissais pas le directeur, Stéphane Grimaldi, et donc j'ai fait connaissance avec toutes ces personnes. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que l'aménagement d'un endroit qui n'est pas neutre, comme le mémorial de Caen, c'est très artisanal. Même si c'est un très grand mémorial, c'est très artisanal. En discutant avec les personnes directement impliquées, alors c'est artisanal, il y a évidemment des choses qui sont connues, on va mettre les choses à différentes hauteurs, des images qui sont assez choquantes, on va plutôt les mettre en hauteur pour que les gamins, parce que c'est aussi un musée grand public, hein, il y a des gamins qui sont comme ça, qui arrivent dans le mémorial de Caen l'été. Donc il y a certaines choses comme ça qui sont connues. On fait appel à des experts, historiens, éminents, etc. Par contre, le retour sur comment vraiment le mémorial est perçu par les personnes qui visitent, ça doit être 400 000 visiteurs par an, c'est un ordre de grandeur, mais c'est pas rien, eh bien, il y a très peu de choses. Alors, il y a des questionnaires qu'on remplit à la fin, mais bon, quand on sort du musée, on en a un peu marre, déjà c'est quand même assez éprouvant. Et puis qu'est-ce que ça veut dire de remplir un questionnaire à la fin? Donc cet équipement-là va pouvoir donner des renseignements. Ce n'est pas forcément la manip que je vous ai montrée là, qui est très spécialisée, mais c'est via les systèmes de capteurs qui permettent de voir les flux des visiteurs qui sont installés dans les faux plafonds du mémorial, et qui notamment qui permettent de voir les flux, comment les personnes s'arrêtent devant différentes scènes ou différentes photos, etc., etc. Il y a toute une analyse qui peut être faite de cette façon. Alors autrement, votre question, elle parle aussi des sources. Et c'est vrai que par rapport à un travail comme ça de neurosciences, c'est assez inhabituel de travailler dans un cadre entre guillemets naturel. Bon, le mémorial, c'est pas naturel, mais nous, on n'a rien retouché. On n'a rien retouché. On a choisi un certain espace pour différentes raisons, mais on n'a pas modifié l'espace. Et nous, on est parti du fait que le mémorial de Caen, cette salle du mémorial de Caen, cet espace, il y a plusieurs salles du mémorial de Caen, ça représente à un certain moment une certaine vision de cette période. Alors après, il y a toutes les critiques possibles, hein. C'est à un moment donné, c'est des choix, c'est ce que je voulais dire, hein. Le conservateur, il fait des choix. Le conservateur dans un musée de Beaux-Arts, c'est la même chose, hein. Il a ses réserves dans les greniers ou dans les sous-sols, et puis il fait le choix d'exposer telle ou telle peinture parce qu'elle représente particulièrement un peintre ou une époque ou une école de peinture, etc. On est d'accord qu'on est dans des choix et que ces choix, c'est un petit peu ce que je voulais dire à la fin de mon exposé, ils vont se modifier parfois très sensiblement, hein, au fil du temps. Donc ça, Denis Péchanski en parle beaucoup mieux que moi, l'image du résistant après la Deuxième Guerre mondiale. La résistance, évidemment, c'est un fait historique très important, mais qui a certainement été augmenté à un moment donné, parce que c'était comme ça, parce qu'il fallait donner un élan. Et puis il y a d'autres aspects, par exemple la collaboration. La collaboration, ça a été mis très en retrait, pour au contraire basculer à un moment donné. Hein, donc tous ces mouvements-là, c'est vrai que dans l'étude-là, on ne tient pas compte de ça. Hein, on fait en sorte que, eh bien, cet espace du mémorial, il représente, on n'est pas dupe, hein, pas de façon objective, mais
c'est une représentation au moins qui existe. On part sur ce qui existe. Alors la suite, ce sera d'utiliser une autre institution de Caen, qui est en construction, il y a des personnes de sciences humaines dans la salle, à la Maison de la recherche en sciences humaines, qui est le CIREV. Le CIREV, c'est un centre de réalité virtuelle. Bon, c'est quelque chose d'assez grand, hein, ça fait plusieurs mètres carrés, plusieurs mètres cubes. Et on peut, dans ce CIREV, mimer une salle du mémorial de Caen. Donc ça va nous donner, ça ne répond pas à toutes les questions sur les choix, hein, des images, etc. Mais par contre, ça va, nous, en tant qu'expérimentalistes, ça va beaucoup nous rassurer sur la façon dont on peut recueillir des données dans des situations rigoureuses, parce que c'est vrai qu'un musée, c'est pas fait pour faire de la psychologie expérimentale. Déjà, il faut travailler les moments où il n'y a personne, donc il faut travailler le soir, le matin de bonne heure, le moment où c'est fermé, tout ça, mais quand c'est fermé, il y a des travaux, tout ça, je ne rentre pas dans les détails, mais ce n'est pas les conditions optimales. Donc, alors le CIREV, ça va permettre de mimer une salle du mémorial, entre autres, hein, parce qu'on va travailler aussi sur d'autres projets avec d'autres musées, mais ça permet également potentiellement de les faire évoluer, hein, beaucoup plus vite et de jouer sur des variables comme ça. C'est un autre projet. Mais c'est beaucoup plus souple, parce que le mémorial de Caen, on ne peut pas le changer. On n'a pas la possibilité, nous, de décrocher des panneaux ou des vitrines et puis de les changer pour les besoins de notre expérimentation. Alors que dans un musée virtuel, vous voyez, où le sujet il est immergé, mais il a l'impression de visiter un musée, là on peut jouer beaucoup plus sur ces variables-là. Ça peut permettre de répondre à ces biais, mais de façon très, très contrôlée. Donc ça, ce sera peut-être l'aventure des années qui viennent, hein, si on peut continuer cette thématique sur mémoire individuelle, mémoire collective. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, hein, c'est très nouveau, et je trouve qu'à Caen, on a les capacités à faire ça, du fait de ces équipements, le mémorial, enfin, l'existant, et puis du fait des équipes à la fois de sciences humaines et de neurobiologie. Hein, si tout ce monde-là s'entend, on peut faire des choses vraiment très originales, qu'on ne peut pas faire ailleurs dans le monde, parce que les interlocuteurs qu'on a, c'est le musée du 11 septembre à New York. C'est un peu le même genre de design d'études, sauf que c'est beaucoup plus proche. C'est beaucoup plus proche, donc, mais les deux sont intéressants. Hein. L'histoire de ce qui s'est passé il y a 70 ans versus l'histoire de ce qui s'est passé il y a 10-15 ans. Bon, évidemment, là, il y a des personnes vivantes, enfin, beaucoup plus. Et puis, il y a eu aussi un traitement de l'information par les psychologues. Ils ont recueilli beaucoup de questionnaires. Moi, j'ai une étudiante qui travaille sur les deux projets, sur ce projet-là et sur le projet de New York, qui est sur les deux aspects. L'idée, c'est l'évolution de la mémoire au fil du temps, comment tout ça se construit, se déconstruit. Ce qui est compliqué, c'est quand même l'élément le plus compliqué de l'étude de la mémoire. C'est pas comment on encode ou comment on récupère l'information, ça on sait à peu près comment ça marche. Par contre, tout ce qui se passe entre deux, c'est extrêmement compliqué. Oui, donc Monsieur Stache, moi je voulais intervenir justement sur à la fois le cerveau que j'ai appris professionnellement et on s'est déjà rencontré à plusieurs reprises par rapport à ça, sur la maladie d'Alzheimer. Mais je trouve aussi que pour des raisons personnelles, je suis intervenu au mémorial à plusieurs reprises, et en particulier sur la commémoration et les rapports entre les Allemands. Le mot ne me revient pas, mais sur le fait que très rapidement, il y a des gens qui ont été en Allemagne et qui... Voilà, donc, et puis, il se trouve que moi, le mémorial, justement, je m'y suis opposé en tant qu'individu au début de sa construction, et j'ai su ce jour-là dire que maintenant, j'y suis pratiquement tous les jours par mes activités à la fois de défenseur des droits de l'homme, donc puisque c'est un institut de l'histoire et des droits de l'homme, donc par le côté concours de plaidoirie, mais aussi de plus en plus par le côté historien, et Marc, entre autres, est témoin que j'ai participé à de nombreuses conférences sur... Il se trouve qu'en plus, et c'est très récent, il y a eu l'inauguration lundi dernier de l'exposition actuelle sur Humaniser la guerre, point d'interrogation. Et là aussi, je vais faire un peu de publicité, j'encourage tout le monde à y aller. Il y a beaucoup plus de temps, puisque c'est jusqu'au mois de novembre.
Et le lendemain, il y avait le conseiller, un peu le conseiller technique du Daniel Palmieri, qui est historien-chercheur au CICR. Donc l'exposition, là aussi, est faite en partenariat. Vous parlez du musée du 11 septembre, mais le mémorial a l'habitude de travailler, et c'est aussi un des choix qu'il a fait, de travailler avec d'autres structures. Là, le choix a été fait, et c'est des rencontres un peu par hasard, c'est ce qui a été évoqué lundi dernier lors de l'inauguration, mais ça montre que ça peut être très important. Le côté interdisciplinaire, tout ça que moi a toujours été... j'ai fait des études de sociologie, je me suis retrouvé dans la santé, j'ai une histoire personnelle qui fait que je peux raconter ma mémoire personnelle, et en particulier les civils, parce que moi mon père a reçu les bombes américaines, et il disait pour moi l'ennemi de 44 c'est les Américains. Donc, voilà. Donc je vais aller très vite pour finir. Le lendemain, il y avait donc cette conférence, et Stéphane Grimaldi a eu un discours, alors pas complètement différent, mais déjà éclairé. Il a évoqué le fait qu'à la fin de l'inauguration, puisqu'il y avait un cocktail, et que Stéphane aime bien, Stéphane Grimaldi aime bien discuter comme on le connaît et tout, et déjà le lendemain, il nous parlait d'une anecdote, entre autres, la veille, il avait parlé du point d'interrogation, donc humaniser la guerre, point d'interrogation, en appuyant sur le point d'interrogation, parce qu'il n'y a pas de certitude, parce que justement les sources et les discussions peuvent être... Oui, non, donc voilà, je vais finir. Donc je pense que, et pour aussi dire, il y a à la fois l'histoire, il y a à la fois la temporalité, mais il y a aussi parfois la volonté de réfléchir là-dessus. Et justement, c'est pour aller vers l'avenir. Le CIRES va être sans doute quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, ça va plus être un diptyque, ça va être un triptyque, et j'espère beaucoup plus après. Et en tout cas, pour les gens comme moi qui suis plutôt citoyen maintenant qu'autre chose, je pense qu'il faut absolument encourager ce genre de réflexion collective et multidisciplinaire. Merci. D'autres questions? Oui. Ça, c'est pas une question. Moi, je voulais intervenir pour recentrer un petit peu le débat. Et je voulais parler de donc, cette étude au mémorial qui s'attache... on visionne des images et ensuite on visionne des textes. Et après, on fait donc la suite de l'étude. Pour se recentrer un petit peu sur le côté musée et mémoire, ce que je voulais dire, c'est souligner l'importance des objets. Parce qu'il n'y a pas d'objets, enfin, on ne s'attache pas aux objets dans cette expérience. Et je pense que vraiment l'objet est important, et c'est ça qui parle au musée, et pas seulement les textes ou les photos. Et par exemple, dans tout ce qui est médiation aussi au musée, le fait de manipuler les objets, je pense que quand on ressort d'un musée, on se rappelle vraiment des objets qu'on a vus, qu'on utilisait. Et je pense par exemple au travail d'inventaire qu'on a entamé sur la SMN. Et je pense que le fait de montrer les objets et aussi de se promener, les visites guidées comme hier, il y a tout un rapport vraiment au territoire et à l'objet qui est important dans la mémoire, et que ce n'est pas seulement par des textes ou des expositions photos, d'autant qu'on est très sollicité, on est une société de l'image, on est très sollicité. Et je pense que vraiment il faut penser à la conservation des objets et à montrer les objets. Donc voilà, c'était pour rebondir sur ça, et je pense que ça a un impact fort. Je suis complètement d'accord. Donc bon, j'ai insisté sur ce travail parce que je trouvais qu'il était quand même assez éclairant sur les liens entre mémoire individuelle et mémoire collective. Mais pour revenir sur ce que vous dites là, c'est très très juste. Le fait de manipuler améliore la mémoire. Et nous, on l'a montré dans l'unité de recherche. On travaille sur différentes maladies de la mémoire. On travaille sur une maladie qui est moins connue que l'Alzheimer, qui est beaucoup moins grave, c'est l'ictus amnésique idiopathique. L'ictus amnésique idiopathique, c'est un trouble de mémoire massif. C'est-à-dire que vous oubliez absolument tout. Et ça dure quelques heures. Alors c'est souvent après un chaud et froid, après une grande émotion. Et c'est très très impressionnant. C'est-à-dire que vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé 2 minutes avant. Vous voyez, c'est très 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 impressionnant. Et donc les personnes viennent au CHU, et en fait la thérapeutique est assez simple. Il faut s'assurer que c'est bien un ictus amnésique. Mais généralement c'est très très stéréotypé. Et en principe on ne se trompe pas. S'il y a un doute, la personne passe un scanner, etc.
Donc si c'est un ictus amnésique, on a des protocoles de recherche qui fonctionnent en permanence, et il y a un travail qu'on a fait qui va tout à fait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on demande à la personne de mémoriser, alors soit l'objet en question, et en plus dans plusieurs conditions, une condition plus ou moins facile, une condition plus ou moins difficile. Et en fait, on voit l'amélioration des performances. Comme chez les sujets qui ne sont pas malades, plus on manipule, meilleures sont les performances de mémoire. Mais ça marche, entre guillemets, ça marche aussi chez les amnésiques. Et donc, ça marche dans l'ictus amnésique. Alors bon, dans l'ictus amnésique, c'est plus une démonstration, vous voyez, pour montrer que ces phénomènes existent, y compris dans une amnésie très grave, mais ça marche aussi dans la rééducation des patients. Et donc, vous, dans vos objectifs de transmettre, plus de transmission, c'est aussi quelque chose de très important. C'est vrai que le fait de visiter, de manipuler, eh bien, c'est complémentaire du savoir plus encyclopédique. Je pense que l'un ne fait pas de l'ombre à l'autre, mais c'est très important. Si vous voulez vraiment transmettre, eh bien, il faut, et donc c'est l'importance aussi de l'aspect transgénérationnel, du passage d'une génération à l'autre. Et c'est ça qu'il faut contribuer à transmettre, effectivement. Ça s'appelle l'enactment effect. C'est pas très facile, l'effet de l'action, enactment, c'est pas très facile à traduire. Moi j'avais une question, Jacques Lemasson, donc je fais partie des métallos. Pour revenir un petit peu, je vais essayer de revenir un petit peu sur la mémoire du patrimoine industriel. Ma question, et on a discuté un petit peu hier, on nous déconseille un petit peu de faire un musée, quelque chose comme ça, parce qu'il y en a tellement, et on cherche quelque chose d'original qui permettrait en fait, si on considère un petit peu notre mémoire des métallos comme une mémoire un petit peu individuelle, de rendre ça beaucoup plus collectif. À votre avis, quels seraient les rouages qu'on pourrait utiliser pour attirer les gens à venir s'intéresser à notre sujet? Là aussi, moi je dis, je ne suis pas spécialiste des musées, de la muséographie, etc. Je crois qu'il y a des nouvelles technologies qui permettent beaucoup de choses. On a à Caen des ressources dans ce domaine. Je pense d'ailleurs c'est une émanation aussi du conseil régional, c'est une structure qui s'appelle Relais de Sciences. Je ne sais pas si c'est de leur responsabilité, en tout cas ce sont des gens qui ont des idées et qui ont obtenu aussi dans le cadre du plan d'investissement d'avenir une structure qui est en train de se construire justement sur la presqu'île. Je pense que c'est dans des endroits comme ça qu'on peut trouver des ressources. Je pense qu'il faut s'appuyer beaucoup sur le numérique, les technologies nouvelles qui sont moins lourdes. Je pense qu'un musée, comme vous le disiez, il y en a déjà beaucoup, et puis bon, c'est quand même des... Ouais. Je pense que c'est... Après, c'est une réponse partielle, hein. On a dit ça. Je pense que c'est plus accessible qu'un vrai musée. C'est une question par rapport à l'interaction entre mémoire vivante et mémoire transmise. Est-ce que vous avez prévu, ou est-ce que vous avez fait déjà, d'analyser sur les mêmes schémas et les mêmes critères un échantillon de gens qui ont vécu les événements de la Seconde Guerre mondiale, pour justement connaître quelle est l'interaction entre le vécu individuel des gens sur la construction de la mémoire et sur la transmission de la mémoire? Alors là, on a pris le train un peu trop tard. C'est-à-dire que c'est des études qu'il aurait fallu que je commence quand j'étais étudiant. Là, c'est un peu tard parce que pour les personnes qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, déjà il y en a beaucoup moins. Et puis, c'est des gens âgés, ça pose beaucoup de problèmes, ils sont potentiellement malades, etc. Enfin, je ne dis pas que ce ne serait pas intéressant, mais on y a pensé, mais ce serait compliqué. Je crois que ce serait compliqué. Non, ce qui est intéressant, c'est pour finir sur ce point, c'est tout le recueil de témoignages. Donc ça, je pense que ça constitue un corpus qui pourrait être analysé par la suite. C'est un corpus, et puis tous ces témoignages sont très intéressants. Alors par contre, ce que vous dites là, c'est quelque chose que l'on fait en collaboration avec des collègues du musée du 11 septembre. Parce que là, il y a plusieurs universités américaines, il y a trois universités américaines qui ont recueilli des questionnaires à différents temps
Donc presque juste après l'événement, un mois après, jusqu'à 10 ans après. Et là, on fait, avec une étudiante qui s'appelle Fanny Degel, on fait une analyse textométrique sur l'évolution des représentations mnésiques, des souvenirs au fil du temps, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Alors, quand on fait des travaux scientifiques comme ça, on est obligé d'être un peu simpliste, un peu réducteur, réductionniste. Donc c'est par exemple la distance qu'avaient les personnes par rapport au tour. Donc s'ils étaient à quelques kilomètres, bon, la distance aussi plus affective, etc., ça c'est déjà un peu plus compliqué à calculer. Et donc ça c'est un travail qu'on est en train de faire, à partir d'analyses avec matrice. C'est-à-dire que ces questionnaires, on les passe à la moulinette de la textométrie de matrice. Voilà. Et donc là on est sur une dynamique qui est plus facile à maîtriser que malheureusement la Deuxième Guerre mondiale qui pose des tas de problèmes pour étudier les personnes qui ont vécu maintenant. Ce sont des gens quand même qui ont aujourd'hui plus de 90 ans. Enfin, ça c'est la génération de mes parents. Donc ça pose des tas de problèmes. Enfin, on revient à la première question, le problème du témoignage, et la validité d'un témoignage. Ça ne veut pas dire que ce que disent les personnes est faux, je n'ai pas dit ça, mais il faut quand même un filtre complexe pour analyser tout ça. On est obligé de s'arrêter. La dernière, alors très court. Oui, c'était juste pour rebondir, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est l'interaction entre la restitution du musée avec cette mémoire vivante. C'est ce dialogue, en fait, entre les deux, qui serait intéressant de discuter, parce que je pense que c'est la façon de transmettre une mémoire qui est complètement différente avec cette donnée-là, elle est importante parce que c'est une appréciation. Oui, alors c'est l'idée de la visite là, du musée. La mémoire, elle est. Quand on réfléchit à ça, d'ailleurs, ça donne un peu le tournis, parce que la mémoire, elle est très modelable. C'est-à-dire qu'on a une mémoire, et le fait et notamment un endroit puissant, comme le mémorial, je ne sais pas si vous avez visité le mémorial récemment, enfin, on n'en ressort pas indemne, j'ai envie de dire, c'est pas rien. Et cette visite-là vous change complètement, de façon générale, et change complètement la représentation que vous avez de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous voyez, c'est presque un problème. C'est-à-dire que notre mémoire, elle est prête elle est très accueillante, elle est presque trop accueillante. Et donc vous voyez, et donc le poids de ces mémoriaux, des commémorations, etc., enfin, tous ces outils dont nos sociétés disposent, c'est un poids qui est considérable. C'est-à-dire que notre cerveau, il est prêt à évacuer plein de choses. Et en même temps, alors ça c'est plus la dimension du temps, il y a quand même quelque chose qui se construit, qui fait qu'on construit des connaissances qui se stabilisent, heureusement. Sinon, on serait complètement versatile, mais on l'est un peu. Puis bon, je ne vais pas prendre des exemples actuels dans la vie sociale et politique et autres, mais on voit que quand même, les mouvements, c'est aussi un mauvais côté de la mémoire. C'est le fait qu'elle soit comme ça très permissive, c'est aussi un mauvais côté. C'est-à-dire qu'elle est prête à gommer des certitudes antérieures très, très vite. Et la résultante, c'est plus ce qui vient d'être vécu que ce qui était connu auparavant. Sous réserve d'un certain nombre de paramètres. Voilà. Merci, merci beaucoup. Vraiment.